Bonjour à tous, bonjour à vous qui suivez votre chaîne Digital Media Congo, votre chaîne qui fait le pont entre la diaspora congolaise et nos concitoyens qui se retrouvent au pays. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'assez important, nous allons parler de l'employabilité des jeunes. Et pour ce faire, nous avons deux invités qui vont se présenter aujourd'hui. Bonjour doyen. Bonjour JDL, donc je suis Roch Hallyday, on me connaît par le nom de Duc de Madimbu. Voilà, donc c'est avec beaucoup de satisfaction que je participe donc à cette émission pour parler de l'employabilité des jeunes. Merci beaucoup le Duc de Madimbu du coup. Et de l'autre côté on a... Merci Oko pour ton invitation, c'est toujours un plaisir. Moi c'est Blanchard, donc nous allons parler du sujet d'aujourd'hui comme nous avons l'habitude d'échanger régulièrement. Merci beaucoup Blanchard. Alors le problème de l'employabilité des jeunes aujourd'hui, on a l'habitude d'entendre que il y a un véritable problème au niveau de l'emploi, les jeunes peinent à trouver du travail. Quelle est votre vision sur ce point-là, le Duc de Madimbu? Alors c'est un sujet qui est assez complexe. S'il faut repartir en fait sur des paramètres qui sont plus ou moins généralistes, je vais dire, c'est-à-dire que il y a une responsabilité donc déjà des gouvernants, donc de l'État qui gouverne le pays. Il y a aussi une responsabilité donc des jeunes, parce que on a comme l'impression que les jeunes ne s'impliquent pas réellement pour gérer leur avenir. Donc autant on peut critiquer les institutions, autant on peut aussi mettre un accent sur l'immobilisme des jeunes, parce que pour moi les jeunes sont les premiers acteurs, donc les premiers responsables de leur propre avenir. Je pense qu'on pourrait mettre un accent là-dessus aussi. On pourra mettre un accent là-dessus. Il y a une responsabilité de la part des pouvoirs publics. Blanchard, la responsabilité de la part des pouvoirs publics. Qu'est-ce que les pouvoirs publics mettent en place aujourd'hui pour ces problèmes-là, justement, pour solutionner ce problème de l'emploi? Est-ce qu'ils sont actifs ou est-ce qu'il n'y a absolument rien comme on l'entend un peu ça et là? Non, on a comme l'impression on croit par exemple que l'État ne fait absolument rien. Par contre, il y a des mécanismes qui ont été mis en place. Et il faudrait savoir que il y a un ministère qui est spécialement dédié à cela. Okay, le ministère chargé de l'emploi, de la formation qualifiante et du sport. À côté de ça, il y a un autre ministère qui a été créé notamment pour accompagner des très petites et moyennes entreprises, notamment le ministère des PME. Okay, et il y a plein d'autres mécanismes qui ont été mis en place. Par exemple, citer là le FIGA, la CPCE et bien d'autres organismes qui existent aujourd'hui d'accompagnement des jeunes, pour ne pas parler des institutions internationales qui sont sur place au Congo, qui accompagnent aussi les jeunes dans ce cadre de la création d'emplois ou de la formation. Mais quelle est la pertinence et l'efficacité de ces organismes qu'on a mis en place, en tout cas pour les jeunes? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ce sont des choses qui fonctionnent ou est-ce que c'est un peu des coquilles vides qui sont là, comme on a souvent l'habitude de l'entendre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui facilite l'accès à l'emploi ou encore à l'entrepreneuriat? Oui, aujourd'hui, comme je t'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on a comme l'impression que les Congolais veulent que l'État fasse tout. Alors que le rôle de l'État n'est pas simple. L'État ne peut pas employer tout le monde. Même dans les pays développés, l'État ne peut pas employer tout le monde. Cependant, l'État met en place des mécanismes, des outils pour permettre soit aux jeunes de créer de l'emploi ou aux entreprises de se créer et voilà, de permettre à ce qu'il y ait de l'emploi. Vous voyez, nous avons par exemple la CPCE qui a été mise en place, un guichet unique de création d'entreprise. Il ne faudrait pas qu'on sorte de l'université avec cette idée-là qu'on soit employé directement à la fonction publique. Très bien. On doit prendre des initiatives aujourd'hui pour créer de l'emploi. Avec des outils qui ont été mis en place, la CPCE, ce guichet unique qui permet aujourd'hui à des jeunes de moins de 40 ans de créer une entreprise avec 25 000 francs CFA. Attends, 25 000 francs CFA quand on a moins de 40 ans. Ça veut dire que quelle que soit l'entreprise que l'on veut créer, quand on a moins de 40 ans, on peut créer une entreprise. Oui, effectivement. Donc un établissement. Et la procédure a été allégée. Très rapide, je crois, en moins de 72 heures. Lorsque tu ramènes tous les documents demandés, un contrat de bail, le contrat de bail, le projet de ton entreprise, ta pièce d'identité et bien d'autres documents qui sont demandés par la CPCE. En 72 heures, tu peux créer ton entreprise avec 25 000 francs. Avant, c'était 100 000, la création d'un établissement. Mais comme le président de la République veut impulser les jeunes à entreprendre, avec le projet Un jeune, une entreprise,
le président de la République a mis en place à travers la CPCE ce moyen-là pour faciliter les jeunes à pouvoir créer l'entreprise avec pas grand-chose. On revient là-dessus, le doyen Duc de Madimbu. Alors, il y a quand même quelque chose d'assez important par rapport à ce que je viens d'entendre. Qu'est-ce que les jeunes doivent faire sur cette employabilité-là? On a mis des choses à disposition. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes sont conscients de ces réalités-là? Qu'est-ce que les jeunes peuvent faire, en tout cas au niveau de leurs responsabilités? Merci, JDL. Alors, donc, comme disait Blanchard, en fait, il y a cette volonté donc des institutions pour essayer de créer une dynamique à ce que les jeunes puissent suivre donc cette vision du chef de l'État. Mais il se trouve que la création de l'entreprise ne peut pas être une condition sine qua non pour encourager l'employabilité. Pourquoi? Parce que créer une entreprise, ce n'est qu'une étape administrative. Il faut savoir que l'entreprise, c'est d'abord une idée, un projet, et derrière, il faut chercher ce qu'on appelle un financement. Donc la création d'entreprise, c'est une formalité pour avoir le statut de chef d'entreprise. Maintenant, là où ça peut bloquer au niveau des institutions, c'est au niveau du financement, comme le disait Blanchard, donc avec les mécanismes qui sont créés, le FIGA par exemple. Il va falloir encourager ce côté-là pour que les jeunes, dès qu'ils créent une entreprise, qu'ils aient la possibilité d'avoir des organismes d'évaluation qui peuvent évaluer la pertinence, l'efficacité du projet, et à côté de cela, donner un financement et les accompagner jusqu'à ce que l'entreprise voit le jour et commence à produire en fait les biens et services désirés. Donc je pense que de ce côté-là, sur le plan institutionnel, c'est un travail qui normalement ne poserait aucun problème. Je pense que notre pays a assez de moyens pour, au niveau ressources financières, ressources humaines, on a tout ce qu'il faut pour mettre ça en place. En revanche, au niveau de l'implication des jeunes, moi j'émets beaucoup de doutes. Parce qu'il suffit de voir l'environnement dans nos grandes villes ou même dans nos campagnes, de voir comment les gens, comme disait Blanchard encore, je veux le citer plusieurs fois, c'est-à-dire que les jeunes ont l'impression que l'État doit faire tout pour eux. Est-ce que l'État ne doit pas faire tout pour eux finalement? Oui et non. L'État est là pour impulser, l'État est là pour donner la direction, l'orientation, mais nous-mêmes, quand je dis nous, c'est-à-dire que nous-mêmes citoyens, nous devrions avoir nos ambitions. Vous allez en Asie, vous allez dans les pays d'Afrique de l'Ouest, vous allez même au Cameroun à côté, vous remarquez que les jeunes se prennent en charge eux-mêmes à travers les micro-projets, les microfinances, les ONG, pour créer, mobiliser ce qu'on appelle les fonds, et puis mettre en place des actions, et après, au bout de 5 ans, ils sont autonomes. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a quand même une fine jeunesse, justement, qui se saisit un peu de toutes ces initiatives-là, à mettre des entreprises en place. Et souvent, on entend parler d'un blocage. On dit que, bah voilà, en fait, quand on veut monter des entreprises, l'État nous bloque. Je ne comprends pas. Est-ce que vous avez quelque chose à expliquer là-dessus? Les gens de la diaspora qui veulent rentrer, on veut faire quelque chose, mais l'État nous empêche de le faire. Est-ce que l'État bloque véritablement les gens au niveau de la création? Avant que Blanchard ne parle, je vais juste intervenir là-dessus. En fait, on dit que c'est une confusion. Quand on dit l'État nous bloque, faut savoir qu'aujourd'hui au Congo, nous sommes dans un pays libéral. C'est-à-dire que l'économie est ouverte. Jadis, on pouvait dire ça parce qu'on était dans une économie socialisée, soi-disant. Aujourd'hui, l'État bloque, c'est pas l'État qui bloque. L'État peut mettre les mécanismes de création, d'accompagnement. Mais si au niveau de la banque, votre projet n'est pas finançable, en quoi l'État vous bloque? On dit que l'État a tellement de parts dans les banques que finalement c'est l'État aussi qui va au niveau des banques pour... on revient à la question de départ, comme quoi l'État doit être, je sais pas moi, le créateur, l'animateur. Non, l'État ne peut pas tout faire. Il faudrait, c'est à ce niveau-là que les jeunes doivent s'organiser, doivent créer des ONG. On ne doit pas tout attendre de l'homme politique ou du ministre ou du directeur général. Les jeunes peuvent s'organiser dans les quartiers, dans les arrondissements, créer des associations, des jeunes qui ont des projets. Vous créez une dynamique. Je pense que quand vous allez devant un gouvernant, il est obligé de vous accompagner. Je pense. Cette fois-ci, Blanchard. Alors, effectivement, cela, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais qualifier cela, mais c'est quand même buesque avec tout ce que l'État a déjà mis en place, ok, et que des jeunes continuent à se plaindre. Je pense que les jeunes devraient aller chercher l'information. Figurez-vous qu'il y a des jeunes qui ne connaissent même pas où se trouve par exemple la CPCE. Ok.
il y a des jeunes qui ne connaissent pas où se trouve le FONEA. Un lieu dédié à la formation qualifiante. Mais est-ce que c'est de leur faute? Est-ce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas accès à l'information? Est-ce que finalement cette information-là n'est pas un peu gardée? On a le sentiment, c'est pas à l'État finalement de mettre à disposition ces informations. L'État a mis à disposition. On pourrait peut-être accuser l'État de manque de communication, mais il y a quand même quelques informations. Aujourd'hui, la quasi-totalité des jeunes au Congo ont des smartphones et ont accès à Internet grâce aux politiques du chef de l'État qui a permis aujourd'hui que le Congo soit le pays le plus couvert en fibre optique. Donc nous avons peut-être la connexion, si je dirais en ces termes, la plus bonne de la sous-région. Donc les jeunes aujourd'hui ont des smartphones. Rien que dans ce secteur du numérique, là, ils peuvent se lancer. Il y a plein d'autres secteurs. Mais lorsqu'on a cette logique où on finit les études, on doit attendre la fonction publique, l'État ne peut pas tout prendre en charge. L'État a mis en place des mécanismes. Nous avons parlé ici de la CPCE. Okay? Nous avons parlé, le dernier ici a parlé du FIGA, le Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement, okay? Qui est là. Vous avez parlé des banques. Écoutez, certainement des banques. Bon, il faudrait savoir une chose, au Congo, nous n'avons pas des banques d'investissement, nous n'avons que des banques commerciales. Et ces banques, ils ont pour objectif de réaliser du profit. Ils ne sont pas là, écoutez, tu as ton projet, si le projet n'est pas viable, ils ne peuvent pas t'accompagner, et même dans les pays développés. Par contre, l'État a mis en place une institution qu'on appelle le FIGA, le Fonds d'impulsion de garantie. Lorsque tu as un projet et que tu n'as pas assez de fonds, ce fonds-là te permet d'avoir une garantie auprès d'une banque. Donc, de demander un crédit, l'État se porte garant auprès de cette banque-là. Mais Blanchard, on entend énormément de personnes se plaindre justement en disant que quand on ramène notre projet au FIGA, on n'est jamais accepté, on n'est jamais reçu, le projet ne sont pas retenus et apparemment on ne reçoit que des gens par tête finalement. Quand tu nous parles du FIGA, mais pourtant les gens se plaignent par rapport au FIGA. Non, écoutez, le FIGA, c'est un projet qui a été impulsé par le président de la République en 2016. En 2019, ce projet a été mis en place, donc créé avec un fonds, accompagné aussi par la Banque mondiale. Ok, c'est vrai qu'il y a eu quelques problèmes institutionnels, mais ces problèmes ont été réglés. D'ailleurs, le FIGA a été même restructuré. Ok, aujourd'hui, nous avons même un conseil d'administration. Donc, certains jeunes ont été accompagnés par ce FIGA. Il suffit juste d'aller sur les pages du FIGA, sur les réseaux sociaux. Vous allez voir un peu les accompagnements. Je crois que dans la Bouenza, il y a des femmes qui sont dans l'artisanat, qui ont été accompagnés à hauteur de 39 millions de francs CFA. Ok, aujourd'hui, le FIGA, sur le fonds, c'est un peu plus de 2 milliards de francs CFA de fonds de garantie qui ont été mis en place. Un peu plus de 500 jeunes, malgré les difficultés économiques que traverse le Congo aujourd'hui, il y a quand même des jeunes qui ont été accompagnés. Après, vous parlez du projet, mais on ne peut pas accompagner tous les projets. Très bien. Et tous les projets ne sont pas aussi viables. Parce qu'il ne suffit pas de se réveiller un matin, écoutez, moi je vais créer un engin pour aller, qui je ne sais pas va fabriquer n'importe quoi, que l'État va vous accompagner. Non, il faudrait que le projet soit viable. Il y a tout un mécanisme qu'il faut suivre. Même dans les pays développés, vous le savez. Nous avons l'habitude de faire des demandes de crédit, nous avons des projets d'accompagnement. Il y a un suivi. Et le FIGA, il n'y a pas que le fonds, il y a l'accompagnement aussi. Pour ces jeunes-là qui ont des idées, mais qui ne savent pas par où commencer. Donc le FIGA aussi est là pour les accompagner à mettre en place leur projet, le business plan, comment faire une demande de crédit. Donc je pense que il est temps que les Congolais, les jeunes Congolais se saisissent de ces opportunités que l'État met en place. Et il y a des étrangers aujourd'hui qui détiennent une grande partie de notre économie. Et on s'en plaint chaque jour. Si eux, les étrangers, arrivent dans notre pays, arrivent à s'installer, ils créent des entreprises, ils emploient des Congolais. À plus forte raison, nous, les natifs. On reviendra là-dessus, et justement les étrangers qui arrivent à s'en sortir dans notre pays, et on entend souvent que il y a beaucoup de complications, mais pourtant les étrangers s'en sortent. Est-ce que en soi, c'est pas parce que en quelque sorte l'État facilite plus les étrangers et met plus en difficulté la population, ou est-ce que c'est plutôt nous qui n'avons pas compris que doit faire cette jeunesse finalement pour s'en sortir comme le font les étrangers? Je pense que l'État ne peut pas encourager les étrangers, parce que l'État est là pour les Congolais. Ce sont les étrangers plutôt qui profitent de nos faiblesses. Donc lorsque vous voyez, moi j'ai toujours retenu une phrase, on me dit toujours qu'on est plus fort à l'étranger que chez soi. Pourquoi? Parce que quand vous êtes étranger dans un pays, vous observez les failles, vous comparez avec ce que vous avez vécu dans votre pays. Donc, si les étrangers arrivent à s'imposer sur le plan commercial, par exemple, parlant du marché, au niveau des marchés,
Simplement parce que les Congolais ne sont pas patients, ils ne sont pas persévérants. Le Congolais, c'est quelqu'un qui veut aussitôt investir, aussitôt gagner. C'est pour ça que vous avez, la plupart des Congolais, à un certain moment, vous avez beaucoup d'entrepreneurs. Parce qu'il y avait certaines facilités au niveau des marchés publics. Depuis qu'il y a la crise, ces gens-là, vous avez l'impression qu'ils ont disparu. Tout à fait. Et pourquoi ces gens-là ont disparu? Mais simplement parce qu'ils dépendaient tous des fonds de l'État, donc du trésor. Donc, alors que c'est pas bon. L'argent, dès lors que l'argent est balancé dans le marché, il faut avoir l'intelligence de le capter, de le multiplier et de pérenniser l'activité. Il faut refonder en fait, les jeunes Congolais doivent étudier le marché, connaître là où on a des secteurs. Le secteur le plus simple, je l'ai toujours dit, la balance commerciale du Congo nous renseigne, c'est l'agriculture. L'agriculture, il n'y a rien à faire si vous produisez 10 tonnes de manioc, 10 tonnes de cacao, 10 tonnes de café ou 10 tonnes, je ne sais pas de maïs. Vous êtes sûr et certain que vous allez écouler cette production. Et pourquoi les jeunes ne font pas cet effort? Mais est-ce que c'est pas aussi la faute justement des aïeux qui ont laissé entendre que finalement aller faire des champs, aller faire l'agriculture, c'est un peu cette image du paysan finalement et ça rapporte pas tant que ça, on a envie de rester dans les grandes villes. Mais non, en fait, il faut évoluer aussi dans le temps. Pourquoi on apprend à l'école les cours d'histoire? C'est pour ne pas reproduire ce qui s'est passé au XVIIe siècle. On s'appuie sur l'histoire pour évoluer. Donc, si pendant le mono, à l'époque du communisme, l'État était le maître à tout faire, depuis 91, le Congo est rentré dans un monde libéral. C'est vrai qu'on a eu des moments difficiles, mais aujourd'hui le monde s'est ouvert. Comme disait Blanchard, avec Internet aujourd'hui, vous allez sur YouTube, vous avez des vidéos, des jeunes béninois, des jeunes camerounais qui font la pisciculture, qui sont dans les jardinages, qui font l'élevage, qui font beaucoup de choses. Comment ça se fait que vous allez au Congo aujourd'hui, vous allez dans les marchés, tout ce qui est viande, tout ce qui est poisson, plus de la moitié c'est de l'importation. Ça dérange personne. Pourquoi ne pas valoriser le produit local qui est élevé, comme la Côte d'Ivoire qui a interdit d'importer le poulet? Ça fait bientôt 5-6 ans, je crois même 10 années déjà. En Côte d'Ivoire, c'est une réalité. Vous imaginez les micro-élevages qu'on a créés dans le pays? Ça fait vivre tout le monde. Donc, là où moi je peux attaquer l'administration de pays, donc l'État, c'est au niveau de la communication. C'est-à-dire qu'au niveau du ministère de la Communication, il va falloir valoriser le produit local. C'est-à-dire faire la promotion des élevages, des champs, montrer aux jeunes, voilà, qu'on peut partir de rien. C'est vrai qu'au début, pour démarrer 1 hectare, moi j'en ai l'exemple, puisque moi j'en fais. C'est vrai que là aussi va s'opposer le problème des nationaux et de la diaspora. Parce que ceux de la diaspora, on peut dire qu'ils ont un peu de moyens. Et un peu d'intelligence. Alors pourquoi les nationaux ne peuvent pas s'appuyer de la diaspora pour mettre en place ces projets-là? C'est-à-dire qu'avec 500 000, vous pouvez labourer 1 hectare, vous pouvez planter, vous pouvez déjà... Puisque nous, nos produits ne font que 3 mois. Avec 500 000, on peut entreprendre et Bien sûr que oui. Parce que pour labourer 1 hectare, vous avez moins de 100 000 francs. Alors moi, ce que je trouve assez impressionnant, parce que la plupart du temps, on voit des jeunes, un peu en boîte de nuit, partout par là. On a le principe. Là, vous êtes en train de dire par là que, en fait, finalement, entreprendre de l'agriculture, c'est quasiment accessible à un grand nombre de la jeunesse congolaise. Mais il suffit de partir de Brazzaville jusqu'à Ouessou en voiture pour vous rendre compte des étendues qui sont vides. Et quand vous voyez la densité de la population à Brazzaville et à Pointe-Noire, vous vous dites, mais ces jeunes-là font quoi? Si ce n'est qu'aller dans les Nganda, passer tout le temps à parler des histoires des autres. Mais du coup, Blanchard, tu es jeune justement, je me retourne vers toi. Moi, c'est quelque chose qui me parle. 500 000, on peut investir dans le domaine de l'agriculture. On parle là d'1 hectare, hein, quand même, c'est pas rien. Mais pourquoi est-ce que les jeunes, aujourd'hui, la jeunesse congolaise ne saisit pas cette opportunité-là pour investir à hauteur de 500 000 et pouvoir s'en sortir après? Bah écoutez, c'est comme tu le disais tout à l'heure, le doyen l'a si bien dit aussi. Écoutez, on ne veut pas se saisir de certaines opportunités qui existent. Nous sommes allés à l'école, moi je me rappelle, moi j'ai fait le lycée technique Saint-Février, et lorsque mes parents voulaient m'inscrire, il n'y avait quasiment plus de place au lycée commercial, on voulait m'inscrire au lycée industriel.
Mais les parents ne voulaient pas qu'on puisse m'inscrire au lycée industriel parce qu'ils se disaient, bah écoutez, là-bas c'est l'industrie, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors que là-bas on peut faire des formations, beaucoup de formations qui sont liées à l'industrie. Donc rapidement, que tu sois sur le marché de l'emploi ou que tu puisses créer de l'emploi. Vous voyez? Mais ces métiers-là ont été négligés. Et moi je veux rejoindre un peu les paroles du Premier ministre lors de son interview sur Jeune Afrique. Le Premier ministre Anatole Koné Makosso disait, nous avons en quelque sorte bénéficié d'une économie de rente. Et en dehors de ça, les Congolais se sont habitués que l'État s'occupe de tout. Parce qu'à un moment donné, bah écoutez, le pétrole coulait à flot, bah l'État s'occupe de ci, prend en charge ceci, subventionne ci et là. Mais la façon dont les choses sont en train d'avancer, nous devons diversifier notre économie. Ok, donc nous avons besoin du secteur privé pour impulser un peu la croissance et créer aussi de l'emploi. D'ailleurs, c'est ça le rôle même du secteur privé. Mais si on ne se saisit pas de ça, avec tout ce qui existe, je ne vois pas comment est-ce que nous allons nous en sortir. Que d'avoir des diplômes et d'attendre à la maison, il est temps que le jeune Congolais laisse son costume, parce que nous aimons nous habiller, qu'on prenne un peu là-haut, qu'on aille dans nos champs. Nous avons des terres, nous avons environ 3 millions de terres arabes, voilà. C'est des terres non exploitées. Et je pense que le Congo a l'un des sols les plus fertiles au monde. N'importe où on peut jeter une graine, ça peut pousser. Donc, on peut se saisir de ça, de l'agriculture, on fera parler. Et l'État a essayé d'accompagner un peu ceux qui entreprennent dans ce secteur. Parce que je peux vous dire aujourd'hui, il y a des jeunes, pendant qu'il y a certains qui passent leur temps à pleurnicher sur les réseaux sociaux matin, midi et soir, je peux vous dire qu'il y a des jeunes qui se sont lancés dans l'agriculture et aujourd'hui gagnent des millions. Ok, il y a un jeune dont le nom m'échappe qui fait dans la culture du pastèque. Aujourd'hui, je l'ai suivi la fois dernière, son ambition c'est maintenant d'attaquer la RDC. Alors, oui, vous avez des cultures, rapidement, pour chuter, vous avez des cultures comme l'oignon, le ciboule, plein d'autres choses. On consomme, les Congolais consomment ça toute l'année. Bon, on peut se lancer, pourquoi pas se constituer en coopérative pour être peut-être accompagné avec les ZAP, les zones économiques et spéciales. On peut se saisir de cette opportunité que le gouvernement a mis en place. En réalité, les ZAP, si vous voyez, c'est l'État accompagne, impulse un peu des coopératives agricoles et d'élevage qui sont dans certains départements du pays. Et en dehors de ça, l'État essaie de lever certains taxes au niveau de la douane pour ceux qui importent un certain nombre d'engins agricoles. Et tout ça, c'est pour accompagner les jeunes. Donc, l'État en partie fait quelque chose, mais je rappelle ici que l'État aussi a une part de responsabilité. Il faudrait qu'on s'attaque aussi sur l'État sur un certain nombre de domaines. Donc On reviendra sur la part de responsabilité. Alors, Blanchard a dit quelque chose d'intéressant. Les jeunes doivent enlever leur costume et leur cravate pour aller attaquer au champ. Alors, tu as entendu un certain nombre de choses que Blanchard vient de dire tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses de cela, le duc de Madjimbo? Alors, moi, je vais compléter donc Blanchard. Merci pour sa contribution sur cette partie-là. Je vais vous donner 2 exemples simples. Moi, j'ai appris, et c'est pas force d'avoir grandi au village, hein. Moi j'ai grandi à Brazzaville, donc j'ai appris ça en grandissant, que des commerçants gabonais viennent acheter des champs d'oranges, tout ce que vous voulez, de maïs au Congo. Et quand vous faites la route Brazzaville-Pointe-Noire, vous arrivez à Mindouli. Ça m'avait parlé. Un ami m'a expliqué ça, il me dit, tu vois Mindouli, là où on passe la route Brazza-Pointe-Noire, donc à Mindouli, on est à moins de 2 km, je crois, de la frontière de la RDC. Les dames qui viennent vendre les légumes, là, tout ce que vous voyez là, c'est pas une production congolaise de Brazzaville. Ça vient de la RDC. Donc. Et à l'époque du chemin de fer, Mindouli te remplissait 2-3 wagons de CEPSO et on avait l'impression que ça venait du Congo alors que ça venait de la RDC. Ça veut dire que nous avons un avantage énorme. Si on arrive à s'impliquer dans l'agriculture, on peut alimenter une bonne partie de la sous-région. Maintenant, concernant les jeunes qui doivent laisser les costumes, bien évidemment. Moi, j'ai été choqué. Dans ma famille, j'ai des petits cousins. Quand je leur parle de mes projets agricoles, ils me disent « Ah, moi, j'ai un master. » Il oublie que celui qui le dit a plus que ça comme diplôme. Et j'ai même la chance, j'ai travaillé dans ce que j'ai appris. Mais j'ai compris que l'agriculture au Congo, c'est là où je peux vraiment gagner beaucoup de parts de marché. Mais ils ne comprennent pas. Et ça me choque.
Tu peux prendre l'exemple, tu vas à Brazzaville, tu prends 10 jeunes, tu leur poses des questions sur leur avenir, ils vont te dire, moi je veux être ministre, je veux être militaire, je veux être ceci, fonctionnaire, politicien. Mais c'est écœurant. C'est écœurant. Mais justement, moi j'ai un master. On a le sentiment, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, à savoir, est-ce que ce n'est pas aussi la faute des aïeux? C'est-à-dire que on a dit qu'il faut faire des longues études pour se retrouver dans l'administration. Cette image d'agriculture-là, j'ai été étudié, j'ai fait le master, qu'est-ce que je vais me retrouver à mettre des bottes en caoutchouc? Mais Ejidel, quand tu dis j'ai été à l'école on apprend quoi? Est-ce que nous formons que des diplômés ou nous formons des gens instruits? L'école te permet d'avoir la connaissance. Mais exploite ta connaissance. Comment tu peux expliquer que le président Houphouët-Boigny c'était un médecin? Mais regarde comment il était passionné d'agriculture. Comment tu peux expliquer que le président, comment on l'appelle, même le président Sassou, c'était un enseignant, un militaire? Mais il a des exploitations, il fait de l'agriculture. Donc l'école ne vous donne que la lumière dans la connaissance. Mais il faut vivre la réalité. Un intellectuel, c'est pas celui qui est là pour brandir un diplôme. Un intellectuel doit utiliser ce qu'il a appris à l'école, ce qu'on appelle une mise en situation. Vivre sa réalité. Combien de Sahéliens vivent dans des villages où il n'y a que du sable? Dites-moi, ils se mettent à faire l'agriculture ou la pisciculture ou l'élevage. Mais c'est des diplômés aussi. Pourquoi chez nous les diplômés, ils veulent toujours être dans un bureau? Les aïeux, mais c'était l'époque où il n'y avait pas assez d'instruits. L'administration était pratiquement occupée par des étrangers, par des blancs. Aujourd'hui, l'administration congolaise est saturée des Congolais. Donc il n'y a plus de place, à ton avis. Comment l'État va faire pour payer tout le monde si les gens ne se prennent pas en charge? Donc nous devrons mettre un accent, d'ailleurs même le terme employabilité, le sujet même sur lequel nous débattons aujourd'hui, mais ça dit tout. Pourquoi employabilité? Parce qu'il y a l'emploi, mais on doit faire travailler la tête. Tout à fait. On doit faire travailler la tête. C'est étonnant de voir un jeune le matin, il se lève, il prend la bière, à midi il mange quelques grillades, l'après-midi il est en train de parler du loto, et le soir, il est sur les réseaux sociaux. Toute une journée. Et cette intelligence-là, ces diplômes qui pourrissent. Le diplôme n'est qu'une référence. Ce n'est qu'une référence. Nous avons eu, le Congo a commencé les plans d'ajustement structurel dans les années 85. Est-ce que vous vous imaginez que les pays comme le Cameroun, ils ont commencé les plans d'ajustement depuis les années 70? Donc ça veut dire que nous, jusque dans les années 90, le Congolais était encore à la charge de l'État. Donc pour moi, j'accuse les intellectuels qui pensent que parce qu'on a fait des diplômes, on doit attendre tout de l'État. Non, c'est faux. Et nous en France ici, on fait comment? Nous la diaspora, tout le monde est fonctionnaire français ici. On se lève le matin pour aller chercher du boulot. Mais alors? D'ailleurs, pour ma part, j'ai quitté la fonction publique parce que ce n'était pas le meilleur endroit pour moi. Alors, Blanchard, je reviens à toi. Aujourd'hui, voilà, tu as entendu le doyen qui nous a fait un certain nombre d'exposés aujourd'hui. Et le diplôme qui semble encore assez important, moi quand je vois dans l'environnement, on parle de diplôme. Est-ce que le diplôme aujourd'hui pour la jeunesse n'est pas devenu un frein pour aller vers l'agriculture ou encore l'élevage? Est-ce que ce diplôme qu'on a prôné aujourd'hui pour être des hauts fonctionnaires, pour l'avancement de notre pays, n'est-il pas devenu un frein aujourd'hui pour l'agriculture et l'élevage? Écoutez, le doyen l'a dit tout à l'heure, que les diplômes, les études, c'est pour la connaissance, mais on doit savoir comment utiliser notre connaissance. Comment est-ce qu'on peut placer cette connaissance? Je peux avoir des connaissances dans le domaine commercial, tu as fait agronomie, tu as les connaissances dans le domaine de l'agronomie, on peut se mettre ensemble. Pourquoi pas se mettre ensemble pour pouvoir créer un projet? Écoutez, nous avons pendant quelques minutes là attaqué les jeunes. Nous sommes aussi des jeunes parce que quelque part nous devons reconnaître aussi notre tort. C'est vrai, l'État a mis en place des mécanismes qui permettent aujourd'hui d'accompagner des jeunes, mais est-ce que c'est suffisant? Je pense qu'il est temps d'éventrer le boa et de dire un certain nombre de choses. Très bien.
c'est vrai, l'État a mis en place la CPCE. Ok, hier encore, c'était à 100 000 francs la création des entreprises, des établissements d'entreprise. Aujourd'hui, c'est passé à 25 000 francs. Tout ça, c'est pour encourager les jeunes. Mais aujourd'hui, je décide d'entreprendre. Moi, j'échange avec beaucoup de jeunes entrepreneurs qui peuvent peut-être, certains ont des boutiques, des alimentations, qui tiennent des commerces de proximité. Bah, quand tu les entends, bah, écoutez, quand tu ouvres ton entreprise aujourd'hui, tu ouvres ta boutique le matin, ton salon de coiffure aujourd'hui, tu emploies des Congolais. Okay? Le lendemain, tu as l'arbalète du fisc qui descend chez toi. Tu as la police, parfois la gendarmerie, ceux du commerce, ceux des impôts. Bah, écoutez, je ne sais pas comment est-ce que dans cet environnement, on peut évoluer. Je pense que l'État, encore du pain sur la planche, l'État a beaucoup à faire pour accompagner dans ce secteur. Il faudrait rappeler ici, selon les statistiques, le Congo, dans la sous-région, a le pays qui a le taux le plus élevé de prélèvement. Le terme économique m'échappe, mais il a le taux de taxation le plus élevé de la sous-région, environ 7%. Okay, alors que le seuil est autour de 5%. Je pense qu'on doit faire beaucoup de choses pour accompagner les jeunes dans ce domaine fiscal-là. C'est vrai que dans le domaine fiscal, on a essayé d'accompagner, je crois que ton entreprise à 6 mois d'exonération. Et pour ceux qui veulent vraiment des gros investissements, ils ont ce qu'on appelle une charte d'investissement, les clauses, les conventions les conventions collectives et qui permettent à ces personnes de bénéficier de certaines exonérations. Mais qu'est-ce qu'on fait des très petites entreprises là? Est-ce qu'ils pourront supporter, voilà, c'est ça le mot, la pression fiscale qu'il y a au Congo? Vous voyez, je l'ai dit. Moi, j'avais un ami qui était tenancier d'une boutique et chaque fois, quand je restais avec lui, vous allez voir, si c'est pas la police, bah, c'est l'impôt qui passe. Bah, comment est-ce qu'on peut évoluer dans cet environnement? Est-ce que les personnes qui passent, quand tu parles de la police, quand tu parles des impôts, quand tu parles du fisc, qu'on soit des douanes, est-ce qu'ils passent parce que ce sont des personnes qui sont, en tout cas, qui passent par leur propre, de leur propre chef, ou est-ce que c'est la procédure normale au niveau de la République du Congo? Parce que il faut pas qu'on mélange. Il se pourrait qu'il y ait, bah justement c'est la question que je pose, est-ce que c'est la démarche légale en soi que ces derniers passent, ou est-ce que ce sont des escrocs qui passent à ce moment-là? Il y a une démarche qui est là, mais cette démarche est trop lourde et étouffe. C'est même un frein, une barrière à l'entrée à l'entrepreneuriat. Au-delà du fait qu'il faut investir 25 000 francs ou 100 000 francs, je ne sais pas, 1 million pour ceux qui veulent créer, ça dépend du type d'entreprise que vous voulez créer, des statuts juridiques que vous souhaitez faire. Au-delà de ça, il y a une procédure administrative qui est assez longue. Vous avez la mairie, vous avez les impôts, vous avez ainsi de suite, la police. Ça existe, normalement ça existe, mais après, derrière, on a des agents, ça il faut le reconnaître, on a des Congolais mal intentionnés qui peuvent passer dans ces boutiques pour les racketter. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Et on empêche aux Congolais d'évoluer. Je pense que l'État doit revoir tout ça. Finalement, quand les gens parlent du climat d'affaires qui n'est pas sain, c'est tout ça le climat d'affaires finalement. Ben, prenez un exemple, moi j'ai été choqué en 2017. Je suis à Brazzaville, au plateau de 15 ans, chez ma tante. Et à ma fenêtre, il y a un petit menuisier qui travaillait dans la parcelle voisine. C'est un monsieur, un agent de la force publique, qui vient demander une patente. Mais il était d'une violence, mais extrême, au point où nous, on était obligés de cotiser pour lui donner 5 000 et le mec a disparu. Ça m'avait choqué. Dans quel pays un agent de la force publique fait les recouvrements? Ouais. Donc, comme l'a dit Blanchard, l'État, s'il faut accompagner, pour moi, ça serait vraiment de mettre en place un mécanisme. Ça veut dire quoi? Vous créez votre entreprise. Vous avez par exemple 2 ans. Vous avez par exemple 2 années où vous avez un papier qui doit être signé certainement par une seule administration, qui vous donne le quitus, qu'on ne vienne pas vous embêter au niveau par exemple du fisc, des impôts, si vous voulez. Alors, service d'hygiène, c'est normal. Service d'hygiène, c'est normal. Tout ce qui est ministère du Commerce, juste pour voir la légalité, si vous avez les statuts et compagnie. Mais qu'on ne paye rien. Qu'on ne paye rien aux agents de l'État qui passent pour faire ces contrôles basiques. Et à côté de cela, attention, vous pouvez être jeune avec un projet, on vous accompagne,
vous créez l'entreprise, vous avez le financement, mais nous avons aussi un autre problème derrière, la gestion. Aujourd'hui au Congo, au niveau de la bancarisation, il faut dire que les banques aujourd'hui travaillent au Congo. Vous pouvez aller déposer votre argent, 3 mois après, vous avez votre argent qui est là. Donc ça veut dire que dans l'accompagnement, il faut faire ce qu'on appelle un kit. C'est-à-dire que vous avez l'accompagnement, par exemple 2 années, aucun service de fisc ne viendra vous embêter. Et vous avez aussi l'obligation de faire des versements, par exemple chaque 2 semaines ou chaque semaine, pour qu'on voie la structure au niveau de la commune, ou au niveau de l'arrondissement, ou au niveau de la ville, qui suit ces jeunes entrepreneurs-là, puisse avoir une visibilité sur leur trésorerie pour les suivre. Parce que souvent, on peut avoir des bonnes idées, mais on n'est pas des bons gestionnaires. Tout à fait. Donc ces jeunes-là, moi je pense, et à l'échelle d'un État, il suffit juste de prendre des échantillons. Imaginez-vous que si le ministère de l'Emploi ou de la formation qualifiante prenait par exemple 10 jeunes dans chaque département, 10 jeunes, vous les prenez comme des exemples. Et derrière, vous les suivez pendant 1 année. Là où il y a les failles, vous mettez des actions correctives. Là où ça marche, vous marquez. Vous allez voir que le système va s'étendre dans tout le territoire du pays. Et les jeunes, vous aurez un noyau. Les Dangote, ils ont commencé comment? Tout à fait. Ils ont été accompagnés par l'État. Ils ont été accompagnés par l'État. Alors nous arrivons à la fin de notre émission. Blanchard, s'il y a un conseil que tu peux donner aujourd'hui à cette jeunesse congolaise, quel est le conseil que tu peux lui donner par rapport à son avenir? Bah écoutez, nous sommes jeunes, nous sommes forts, nous bénéficions aussi de l'évolution de la société avec l'avènement de la technologie, auquel nous devons nous saisir de ces opportunités, en dehors du fait des opportunités que l'État met en place, les opportunités que nous avons dans le pays, il faut le rappeler. Nous bénéficions au Congo d'une stabilité politique que d'autres pays n'ont pas. Et ça fait partie des critères aussi pour juger le climat d'affaires dans un pays. Ok, cette stabilité politique, et bien, cette paix que nous avons, nous le devons incontestablement à la volonté du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Donc nous devons nous saisir de ces opportunités-là pour entreprendre. Nous ne devons pas seulement être du côté des plaignants pour dire bah des étrangers sont venus, ils ont pris. Et maintenant à l'État, moi ce que je veux dire un dernier mot à l'État, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils qui ont été mis en place pour accompagner des entrepreneurs, jeunes ou pas, mais je souhaiterais aussi ce qui a été fait pour les grosses entreprises qui bénéficient des conventions d'établissement, donc des exonérations fiscaux-douanières, jusqu'à plus d'1 milliard de francs CFA. Pourquoi ne pas accompagner les jeunes qui pourront bénéficier aussi, comme le doyen l'a dit tout à l'heure, d'une certaine exonération? Et pourquoi pas dans d'autres pays, je prends le cas du Rwanda, où il te suffit juste de remplir un formulaire pour créer ton entreprise en fournissant un certain nombre de documents, donc c'est gratuit. C'est vrai, l'État a fait beaucoup d'efforts. Nous sommes passés à l'époque où pour créer une entreprise, c'était vraiment un marathon. Il fallait aller dans telle institution pour avoir tel document, le RCCM, il fallait aller au parquet, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous avons un guichet unique qui permet de créer donc la CPCE, ces entreprises-là, mais au niveau de la douane. Le président disait, pour chuter, trop d'impôts, je ne sais pas, je me suis trop d'impôts, tue l'impôt. Tue l'impôt. Voilà, sans impôts aussi, on tue l'État. Bah oui, tout ça tue l'État. Donc, il faudrait qu'on trouve le juste milieu, ok, pour accompagner ces jeunes qui se plaignent, qui pourront dire il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Il faudrait qu'on enlève ces barrières-là pour permettre enfin à ces jeunes-là voilà, de se saisir des opportunités qu'on a dans notre pays. Merci beaucoup Blanchard. Le DIG de Madimbu, quel conseil avez-vous à donner à cette jeunesse et en même temps, je dirais aussi à l'État pour finir? Alors, donc, moi, en premier, donc l'État, donc on a presque tout détaillé ici. Pour moi, l'État, donc c'est l'accompagnement. L'État, c'est vraiment de faire une campagne d'information auprès des jeunes, notamment sur la création, sur comment gérer une entreprise, comment les accompagner, comment les suivre, comment les évaluer. Je pense que ça, au niveau de l'État, on a les compétences. C'est juste là, maintenant, il faut l'émission, j'espère que notre émission sera bien suivie, et puis vulgarisée pour que ça puisse rentrer vraiment dans la tête de nos gouvernants, qu'ils sachent que les jeunes ont besoin d'être guidés et c'est leur rôle. Parce que quand on est gouvernant, on est là pour le peuple.
On est là pour la population. Maintenant, par contre, moi, les jeunes, je prendrai l'exemple des jeunes asiatiques, notamment les Chinois, où on se rend compte que ce sont les jeunes qui poussent l'économie. Les jeunes doivent enlever les idées des années, c'est pas du XXe siècle. Aujourd'hui, l'économie est tenue par les forces libérales. Ça veut dire que ça part d'un dynamisme personnel. Quand j'ai parlé d'un hectare à 500 000 francs, c'est une réalité. Vous labourez un champ, vous payez moins de 100 000 francs. Vous avez les semences, vous avez le sarclage. Donc avec 500 000 francs, en 3 mois, vous avez un champ de manioc ou plutôt un champ d'arachide ou un champ de maïs. Et vous allez récolter. L'État peut vous accompagner pour la première récolte en vous mettant la main-d'œuvre. Et à côté de cela, vous avez la vente. Vous vendez et puis voilà, vous créez de la richesse. Tout à fait. Maintenant, ce que je condamne parfois, je vais revenir sur l'État. Parfois, quand je vois les aides qu'on donne aux jeunes, c'est des brouettes. C'est des... Blanchard parlait des râteaux. Mais ça, c'est l'ancienne technologie. C'est fini, ça. Mécaniser la chose. Blanchard parlait d'une formation d'industrie. Moi-même qui vous parle. J'ai été choqué quand je suis allé faire une école d'ingénieur, après avoir eu autant de diplômes en économie, que je me suis rendu compte, lorsqu'on faisait des études sur la planification, sur l'économie industrielle, ce sont des cours qu'on négligeait à Bayardel. Alors qu'on avait toute la connaissance à Bayardel. Mais c'est quand je viens faire ça en France, je me dis, mais c'était la logistique qu'on nous apprenait. Donc, aujourd'hui, acheter des brouettes, acheter des machettes, des râteaux, franchement, cher gouvernant, c'est bien, mais c'est pas efficace. Acheter une machine qui peut aider un village pour labourer. Acheter une machine qui peut aider une communauté urbaine pour désherber, pour gérer les espaces verts, ou pour travailler la terre, ou pour récolter. C'est un investissement peut-être qui va coûter beaucoup, mais ça va aider toute une communauté. Tout à fait. Et ça va inciter les jeunes de revenir vers la terre. Donc je pense que moi je suis optimiste. Je suis optimiste, comme l'a dit Blanchard. Effectivement, on a cette stabilité qu'on doit vraiment profiter. Et on doit en parler, parce que c'est une fierté. Donc, les jeunes doivent se prendre en charge. Les jeunes doivent comprendre que leur avenir dépendra que de leur propre volonté. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre émission. Vous qui avez suivi Digital Media Congo, votre chaîne qui fait le pont entre la diaspora congolaise et nos concitoyens qui sont au Congo. Vous avez suivi aujourd'hui, on a parlé justement de l'employabilité des jeunes, on a parlé de la responsabilité en tout cas des jeunes, mais également des attentes de la part du gouvernement. On doit se prendre en charge, vous avez entendu, et puis le gouvernement doit aussi vivre à l'ère du temps. Et pour ce faire, on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur nos différentes plateformes, sur le site internet Digital Media Congo, TikTok, YouTube, Facebook, sans oublier Instagram. On se dit à très bientôt et merci à nos chers invités. Merci beaucoup.